Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je suis psychologue social. Donc le psychologue social, c'est pas un psychanalyste, c'est pas un psychothérapeute. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la façon dont les individus vont réagir dans la société. Les individus à peu près dans toutes les sphères normales et classiques de la société, je dirais. Alors le titre de la présentation, c'est Inégalité de genre. Ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est déterminants psychologiques qui vont favoriser ou éventuellement mettre à mal le statu quo. Alors j'ai mis entre parenthèses mettre à mal parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui vont favoriser le statu quo que de facteurs qui le défavorisent. Donc on va voir deux choses. D'un côté, on va s'intéresser aux croyances qui sont liées au genre, et ces croyances, on les nomme stéréotypes. Et puis on s'intéressera aux attitudes de genre, et ces attitudes, on va parler en priorité de la question du sexisme. Donc on commence par la question des stéréotypes. Alors comment est-ce qu'on définit un stéréotype ? Un stéréotype, c'est une croyance qui est culturellement partagée, donc qui peut varier d'une culture à l'autre. Et cette croyance, elle porte sur les traits, sur les caractéristiques qui sont communes à un groupe donné. Alors on parle de stéréotypes de genre, on va y venir, mais les stéréotypes, ce sont des choses qui touchent l'entièreté des groupes auxquels nous pouvons avoir affaire dans la société. Donc des groupes, entre guillemets, de race, des groupes des groupes professionnels, par exemple, toutes sortes de choses, des groupes d'âge, etc. Quand on s'intéresse aux stéréotypes, il y a deux façons de s'y intéresser dans les recherches en psychologie. Il y a des recherches qui s'intéressent au processus de stéréotypisation, donc avec des chercheurs qui se demandent comment est-ce que les stéréotypes sont activés. Sous quelles conditions est-ce qu'on applique les stéréotypes? Parce que ce n'est pas parce que vous avez un stéréotype qui est activé dans votre tête que pour autant vous allez l'appliquer sur une cible particulière. Et puis il y a un courant de recherche qui est un tout petit peu plus récent, qui s'intéresse au contenu des stéréotypes. C'est-à-dire quand on a un stéréotype par rapport à un groupe particulier, quel est le contenu qu'on va donner à ce groupe en particulier. Le contenu des stéréotypes, c'est à cela qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de réellement m'intéresser à la question des processus. Le contenu des stéréotypes, il faut savoir que quand on juge des individus, quand on juge des groupes, on les juge globalement sur deux grandes dimensions. Ce qu'on appelle les deux grandes dimensions fondamentales du jugement social. Vous allez me dire, mais non, quand on juge quelqu'un, il y a toute une série de traits, on parle de plein de choses, on peut dire la personne est intelligente, elle est sociable, elle est chaleureuse, elle est attirante, etc. Mais globalement, si on analyse tous ces traits, et que d'une manière statistique, on essaye de voir quelles sont les choses communes entre ces différents traits, on se rend compte que globalement, tous ces traits, toutes ces choses sur lesquelles on juge les personnes se rassemblent sur deux grandes dimensions. Et ces deux grandes dimensions, on les appelle la compétence, d'un côté. Donc on essaye de juger est-ce que les personnes qui sont en face de nous sont des personnes qui sont compétentes ou non. Et nous allons voir que la compétence, elle va dépendre du statut qui nous est alloué. L'autre dimension du jugement social, c'est ce qu'on appelle la sociabilité. Sociabilité, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que les gens sont sympathiques, est-ce qu'ils sont chaleureux, etc. La sociabilité, quant à elle, elle va dépendre de la façon dont les groupes sont reliés entre eux et de la positivité ou de la négativité des relations entre les groupes qui sont en présence. Alors, comment est-ce que ça marche? Et ici, je vous parle bien des stéréotypes pour tous les types de groupes auxquels on peut penser. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, je vous disais, la compétence dépend du statut. Et vous voyez ici que si vous êtes face à un groupe de haut statut, les gens vont avoir tendance à penser que les stéréotypes qui sont associés à ce groupe, c'est des stéréotypes de compétence. Donc les groupes de haut statut sont généralement vus comme étant des groupes compétents. Les groupes de bas statut, eux, ils sont plutôt perçus comme étant incompétents. Donc si vous faites partie d'un groupe de haut statut, on va vous juger comme étant compétent. Si vous faites partie d'un groupe de bas statut, on va vous juger comme étant incompétent. La sociabilité, elle, dépend du type de relation que nous avons avec les autres groupes. Si nous sommes dans des relations de coopération, donc à gauche du tableau, nous allons dire que la personne qui fait partie du groupe que nous sommes en train de juger est une personne qui est sociable. Par contre, si la personne fait partie d'un groupe avec lequel nous sommes en compétition,
nous aurons tendance à percevoir cette personne, mais également tous les autres membres de ce groupe, comme étant non pas sociables et chaleureux, mais comme étant relativement froids et peu sympathiques. Ce qui fait que quand on s'intéresse aux stéréotypes, on observe 4 types de stéréotypes qui se détachent. D'un côté, des groupes qui sont associés à la fois à de la compétence et à de la sociabilité, donc ils sont perçus positivement sur les 2 dimensions. Des groupes qui sont perçus négativement sur les 2 dimensions, donc ceux qui ont le moins de chance quelque part, ils sont perçus comme étant à la fois incompétents et froids. Et puis des groupes qui sont perçus, donc ici et là, qui sont perçus positivement sur une des 2 dimensions, mais négativement sur l'autre. Donc des groupes qui sont perçus comme étant compétents mais peu sociables, ou comme étant incompétents mais relativement sociables et chaleureux. Alors, je vais vous donner des exemples de types de groupes qui correspondent à ces différentes cases. Voici les exemples. Donc, j'ai pris ici des groupes qui sont liés à des professions, par exemple. Nous avons tendance à percevoir les informaticiens comme étant des gens qui sont compétents, mais peu chaleureux. A contrario, les psychologues, eux, ils sont perçus comme étant pas très compétents, mais comme étant particulièrement sympathiques et sociables. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas de chance, les groupes de bas statut et qui, en plus, des groupes avec lesquels on n'a pas nécessairement des relations qui sont très très positives, qui sont perçus à la fois comme incompétents et peu chaleureux. Et dans les études, on a montré par exemple que les fonctionnaires correspondent bien à ce type de groupe. Alors vous allez me dire, bah, ok, mais là il y a une case qui reste vide. Qui sont donc les groupes qui sont à la fois perçus comme étant et compétents et chaleureux? Eh bien tout simplement, c'est nous. Donc nous avons tendance à nous percevoir comme possédant toutes les qualités et à attribuer des stéréotypes négatifs, soit sur les 2 dimensions, soit sur une des 2 dimensions aux autres types de groupes. Alors ça, c'est quand on juge tout un ensemble de groupes. Par contre, quand on s'intéresse à des comparaisons entre groupes, donc quand on a 2 groupes et qu'on les compare 2 par 2, ce qui se passe, c'est que les gens vont commencer à se dire « mais en fait, tout le monde a un petit peu de qualité quelque part ». On a des croyances qu'on appelle des croyances en un monde juste, et dans ces croyances, on se dit bah, « personne n'est parfait, tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts ». Ce qui fait que quand on compare les groupes 2 par 2, ce qu'on obtient, ce sont des visions qui sont polarisées, avec un groupe qui sera perçu comme compétent mais peu chaleureux, et un autre groupe qui sera perçu comme incompétent mais beaucoup plus chaleureux. Évidemment, ça va dépendre de la comparaison que vous faites par rapport aux différents groupes. Si vous prenez le groupe des Belges et que vous le comparez au groupe des Allemands, bah, vous allez percevoir les Belges comme étant peut-être pas très compétents, mais particulièrement chaleureux. Vous faites comparer ces mêmes Belges à un autre groupe de comparaison comme les Brésiliens, bah, tout d'un coup, les Belges vont vous apparaître comme étant très compétents, mais finalement peut-être pas si sympathiques que ça. Alors ça, c'est globalement comment est-ce qu'on forme des stéréotypes par rapport au groupe en fonction du statut dans lequel ils sont placés et en fonction du type de relation que l'on a avec ces groupes. Alors qu'en est-il des stéréotypes de genre? Les stéréotypes des hommes et des femmes, ils se placent également dans ce tableau. Alors selon vous, où est-ce qu'ils vont se placer les hommes et les femmes dans ce tableau? Vous avez une idée? Voilà. Donc en fait, quand on s'intéresse aux stéréotypes de genre, très souvent ce qui va ressortir, c'est que les hommes seront perçus comme, par rapport aux femmes, seront perçus comme étant compétents, mais pas si sociables que ça. Et les femmes seront perçues comme étant beaucoup plus sociables que les hommes, mais comme étant relativement moins compétentes que ceux-ci. Alors pour vous donner un exemple, il y a des études qui sont intéressées, donc qui ont posé des questions et qui ont demandé comment est-ce qu'on décrit les hommes et les femmes dans nos sociétés. Par exemple, on a demandé aux gens quels sont les principaux traits qui vont définir, traits de personnalité qui définissent les hommes et les femmes. Quel rôle est-ce que les hommes et les femmes doivent remplir dans la société? Quelles sont leurs caractéristiques physiques?
ou encore quelles sont leurs compétences cognitives, donc les compétences en termes mentaux. Et ce qu'on obtient, c'est un tableau de ce genre-ci, où on voit que les croyances sur les femmes sont assez différenciées des croyances sur les hommes. Croyances, les femmes, c'est des personnes qui sont dévouées, qui sont émotionnelles, qui sont serviables, qui sont compréhensives. Leur rôle, c'est d'être dans le ménage, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la mode également. Leurs caractéristiques, elles sont belles, elles sont menues, elles sont délicates. Hein. Et leurs compétences cognitives, on les perçoit comme étant plus artistiques, comme étant plus expressives et plus intuitives. Les hommes ont un profil, hein, quand on les décrit, qui est assez différencié. On les voit comme étant actifs, comme étant indépendants, confiants, assez compétitifs. Leur rôle, c'est dans la finance, initiateur de la sexualité et dans le sport. On les voit comme forts, grands et athlétiques. Et leurs caractéristiques cognitives, on les associe fort à tout ce qui est analytique, à tout le raisonnement quantitatif plutôt que qualitatif. Alors, ça, c'est assez descriptif finalement, hein, et c'est des croyances qui sont assez largement partagées, à tout le moins dans les cultures occidentales. Une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces stéréotypes sont corrects ? Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils reflètent une certaine part de réalité? Alors, en partie, ils sont corrects. Donc, il y a dans tous les stéréotypes ou dans beaucoup de stéréotypes ce qu'on appelle un noyau de vérité. Ils sont corrects en partie. Et par exemple, pour reprendre la description des caractéristiques physiques, on voit que les petites filles sont effectivement plus menues que les petits garçons, et ceci dès la naissance. Les stéréotypes, ils ont aussi une certaine utilité. Alors, à quoi nous servent les stéréotypes? Eh bien, les stéréotypes nous servent à naviguer dans le monde social. Si nous étions dépourvus de stéréotypes, si nous étions dépourvus de croyances, nous serions submergés par la quantité d'informations qui nous entourent. Et pour essayer de gérer toute cette information qui nous entoure, eh bien, on fonctionne par catégories. On fonctionne par catégorie en ce qui concerne les objets. Alors, il y a des tables, il y a des chaises, etc. Mais on fonctionne par catégorie aussi à propos des gens. Et c'est ce qu'on appelle les catégories sociales. Et pour pouvoir fonctionner, on applique sur ces catégories toute une série de traits et de caractéristiques. Un des problèmes avec les stéréotypes, ce n'est pas tant de savoir s'ils sont vrais ou s'ils sont faux, donc essayer de savoir est-ce que les gens qui font partie de ces groupes sont effectivement comme ça, que de savoir, que de se rendre compte de la difficulté qui est associée au caractère prescriptif des stéréotypes. Un stéréotype, ce n'est pas seulement décrire un groupe, ça a aussi un caractère qui est très prescriptif, qui ne dit pas ce que les gens sont, mais qui impose aux gens ce qu'ils sont censés être, ce qu'ils doivent être. Et c'est ce côté prescriptif qui est très problématique parce que ce qui est peut-être vrai pour un ensemble, un groupe dans son ensemble, en moyenne, ce n'est pas nécessairement vrai pour les individus spécifiques qui vont composer ce groupe. Et cet aspect prescriptif peut être très très mal vécu par une personne qui, notamment, ne se reconnaîtrait pas dans certains de ces stéréotypes. Une autre question qu'on peut se poser, c'est si ces différences entre les genres existent, d'où est-ce qu'elles proviennent? S'il y a effectivement quelques différences qu'on peut voir entre les différents genres ou entre les différents groupes, d'où est-ce que ces différences proviennent? En fonction des scientifiques, en fonction des approches et en fonction aussi des disciplines, vous pouvez regarder la littérature, toute une série de réponses très très différenciées à cette question. Il y a des approches qui sont plutôt biologiques, où on va vous dire, et on vous en parlera tout à l'heure, la question est-ce que c'est la taille du cerveau, est-ce que c'est la façon dont le cerveau est construit, ou est-ce que c'est, ici j'ai donné l'exemple, le taux de testostérone par exemple, qui n'est pas le même, donc les hormones qui ne sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes, et qui font que du coup on ne se comporte pas exactement de la même façon. Donc il y a des approches biologiques au problème, il y a des approches qui sont plus développementales. Les approches développementales, elles nous disent les hommes et les femmes ne se comportent pas de la même façon parce qu'ils n'ont pas été socialisés de la même façon.
C'est-à-dire, quand vous étiez tout petit, petit garçon, petite fille, on ne vous a pas appris les mêmes choses. Et comme on ne vous a pas appris les mêmes choses, comme on vous a appliqué différents rôles, ces rôles, vous allez les intérioriser au fur et à mesure du temps. Et puis, quand vous serez adulte, vous aurez intériorisé ces rôles et vous vous comporterez, du coup, de facto différemment suite à une éducation qui a été différenciée. Vous avez d'autres approches qui sont ce qu'on appelle les approches sociales et culturelles. Les approches sociales et culturelles nous disent « mais non, il n'y a même pas besoin de parler d'une intériorisation de ces rôles, etc. » C'est juste une question de croyances qui sont culturellement partagées dans une société. Alors, en quoi c'est différent de l'approche développementale? Eh bien, quand on prend une approche sociale et culturelle, on vous dit « mais non, en fait, le comportement, il n'est pas différent entre les gens, mais en fonction des croyances qui sont appliquées dans la société, en fonction du contexte, je vais soit me conformer à ces croyances, soit agir différemment par rapport à ces croyances. » Donc c'est plus les croyances, et notamment ces stéréotypes, qui imposent un comportement qui est différencié, sans que nécessairement ces croyances ou ces rôles n'aient été intériorisés par les personnes. Et puis vous avez des approches qui sont encore plus globales, ce qu'on appelle les approches institutionnelles et organisationnelles, qui disent mais en fait hommes et femmes ne se comportent pas différemment, c'est simplement qu'ils sont placés dans des contextes qui sont différents. Et le poids du contexte est un poids qui est considérable. Si on vous place dans une situation particulière, si on vous place dans un rôle de subordonné, vous n'allez pas agir de la même façon que si on vous place dans le rôle d'un supérieur. Il y a une étude qui est assez connue dans la littérature, une étude qui a travaillé sur la question des prisons. Et ils ont placé des gens de façon tout à fait aléatoire dans le rôle du prisonnier ou dans le rôle du gardien. Eh bien, le fait d'être placé dans le rôle du gardien, tout d'un coup, vous vous mettez à vous comporter comme un gardien. On vous place dans la peau d'un prisonnier, mais tout d'un coup, vous vous mettez à vous comporter comme un prisonnier. Bien, les approches institutionnelles et organisationnelles nous disent qu'il n'y a pas de différence. Mais de façon globale, en moyenne, les femmes sont placées beaucoup plus fréquemment dans des rôles de subordonnés et les hommes sont placés plus fréquemment dans des rôles supérieurs et du coup développent des comportements qui sont différents. Alors, quelles sont les conséquences de ces stéréotypes ? On peut voir toute une série de conséquences. On va voir quelles sont les conséquences chez autrui, quelles sont les conséquences chez le soi, donc chez la cible du stéréotype, et puis quelles sont aussi les conséquences dans la société en général. Alors d'abord chez autrui, le problème des stéréotypes, le problème des croyances que nous avons, c'est que ces croyances produisent toute une série d'attentes. Quand vous croyez que quelqu'un est incompétent, ben vous vous attendez à voir cette personne comme étant incompétente. Si vous la pensez comme étant chaleureuse, ben vous vous attendez à ce qu'elle se comporte de façon chaleureuse. Donc les stéréotypes créent des attentes chez celui qui les possède, et ces attentes vont produire toute une série de choses. Premièrement, elles vont produire un comportement qui est différencié. Si je reçois quelqu'un pour une interview d'embauche pour un poste, par exemple, si j'ai des attentes que cette personne est moins compétente qu'une autre personne, je vais moi-même avoir un comportement qui est différencié. Je pense que la personne est moins compétente, j'agirai vis-à-vis d'elle d'une façon différente que si je pense qu'elle est compétente. C'est tout ce qu'on appelle la question de la discrimination, parce que discriminer, qu'est-ce que c'est? C'est simplement agir de façon différenciée par rapport à l'autre sur la seule base de son appartenance à un groupe social. Un autre effet qui est produit par ces attentes, c'est que les gens ont tendance à réagir extrêmement négativement aux personnes qui ne se conforment pas aux attentes. Donc quand nous fonctionnons, et que ce soit des attentes comme des stéréotypes, etc., mais même d'autres types d'attentes que l'on peut avoir dans notre environnement social, quand nous avons des attentes, ces attentes servent à quelque chose. Elles servent à nous rendre le monde qui nous entoure plus compréhensible et aussi plus prévisible. Et donc si nous sommes face à quelqu'un qui ne se conforme pas par rapport aux attentes que l'on a, le monde devient plus incertain, moins prévisible, moins compréhensible, et nous avons tendance à réagir négativement face à ce qu'on appelle la violation des normes.
Donc on réagit négativement quand quelqu'un ne se conforme pas au rôle qui est attendu de lui. Et donc par exemple, une femme qui aurait tendance à adopter des comportements très masculins, elle ne se conforme pas au rôle, aux attentes qu'on a vis-à-vis d'elle, et cela produit chez ses interlocuteurs des réactions émotionnelles et évaluatives qui sont extrêmement négatives. Donc voici quelques exemples d'effets que peuvent produire ces stéréotypes chez autrui, mais les stéréotypes influencent également les personnes qui sont la cible de ces stéréotypes. Parce que nous partageons les mêmes stéréotypes. Il n'y a pas que les hommes qui ont des stéréotypes sur les femmes ou les femmes qui ont des stéréotypes sur les hommes. Nous avons des stéréotypes sur les groupes auxquels nous-mêmes nous appartenons. Et ces connaissances que nous avons des stéréotypes qui s'appliquent à notre groupe et qui sont souvent des stéréotypes négatifs ont une influence également sur notre propre comportement. Tout d'abord parce que, comme nous sommes très souvent en recherche d'approbation sociale, on a envie d'être aimé quelque part, c'est ça que ça veut dire. Comme nous avons envie d'être aimés, nous avons tendance à nous conformer à ces attentes que l'on a vis-à-vis de nous. Donc on a tendance à respecter les rôles dans lesquels on nous place. Premier effet, le fait de confirmer et de respecter ces rôles risque de renforcer encore ces stéréotypes. Un autre effet qui est assez connu également dans la littérature, c'est ce qu'on appelle l'effet de menace du stéréotype. Alors, qu'est-ce que ça signifie, l'effet de la menace du stéréotype? Bien, c'est tout simplement, je vais vous donner un exemple concret, si vous connaissez un stéréotype qui est appliqué à votre groupe. Alors, j'ai pris ici le stéréotype des femmes qui sont nulles au volant. Okay? Si ce stéréotype il est activé, donc au moment où vous êtes en train de conduire, ce stéréotype est activé parce qu'à côté de vous, vous avez votre mari qui vient de faire une mauvaise blague sur le fait que les femmes ne savent pas conduire au volant. Alors, vous êtes en train de conduire, le stéréotype est activé. Ce que ça produit, c'est la volonté de démentir le stéréotype. Vous avez envie de prouver que ce n'est pas vrai, que les femmes savent bien conduire. Le problème, c'est que cette volonté que vous avez, vous êtes motivé, cette volonté que vous avez à essayer de démentir le stéréotype, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une certaine pression. Vous ne voulez pas confirmer le stéréotype, donc il y a une pression qui est mise sur vos épaules. Et cette pression, malheureusement, elle occupe ce qu'on appelle une partie de l'espace mental. Vous savez que notre cerveau a de très multiples capacités, que nous ne les utilisons pas tous, mais en l'occurrence... Comment? On n'utilise pas tous. Qu'on utilise? On utilise tout? Ouais. Allez, on utilise tout. Donc notre cerveau a de multiples capacités, mais quand on utilise une partie de cette capacité, c'est une capacité que nous n'avons plus pour faire d'autres tâches. Et le problème de la menace du stéréotype, c'est que s'il y a une réduction de l'espace cognitif parce que toute une partie de votre espace mental est utilisée pour effectuer, pour penser au fait que vous ne voulez pas confirmer le stéréotype, etc., c'est toute une partie de l'espace mental qui ne sera pas utilisée à la production de la performance. On va observer un affaiblissement de la performance. Donc c'est justement au moment où vous devez prouver que vous êtes capable de faire un créneau, c'est justement à ce moment-là que vous ratez votre créneau. Un affaiblissement de la performance qui malheureusement viendra évidemment confirmer ce stéréotype qui était déjà présent et qui fait que les stéréotypes continuent à se confirmer totalement. Alors, cet effet de menace du stéréotype, quand vous êtes fréquemment dans cette situation où votre performance est dégradée parce que fréquemment vous vous retrouvez dans cette situation où vous essayez de démentir ce stéréotype et chaque fois que vous essayez de le démentir, baf, votre performance s'affaiblit, eh bien, au bout d'un moment, à force d'être confronté à ces expériences négatives de performance négatives dans un domaine particulier, que ce soit la conduite automobile ou que ce soit par exemple les mathématiques, il y a aussi le stéréotype des femmes qui sont moins fortes en maths, ce que cela produit, c'est une désidentification par rapport à ce domaine qui est menaçant. Et donc, une désidentification, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce qui m'apparaissait comme étant un domaine important, montrer qu'il est important de bien conduire, je finis par dire, non, ce n'est pas un domaine qui est si important que cela.
Les mathématiques, finalement, ce n'est pas quelque chose de très important. Je ne m'identifie pas aux mathématiques et je vais plutôt m'identifier à des domaines dans lesquels je réussis. Ce qui pousse une partie des jeunes filles, notamment aussi parce qu'elles se conforment aux rôles dans lesquels elles ont été éduquées, mais ce qui pousse une partie des jeunes filles à se désintéresser des mathématiques au profit notamment de disciplines comme la psychologie. Alors, chez autrui, chez soi, et puis les stéréotypes ont aussi des conséquences dans la société de façon plus globale, et notamment dans les pratiques éducatives. Donc on est tous au courant que les petites filles, on leur offre plus de poupées que de camions, inversement pour les garçons. On les habille plus en rose aussi, et puis à l'âge de 2 ans, on se dit « Oh, tu vois que c'est une fille, elle aime le rose !» Oui, mais bon, ok. Donc, dans nos pratiques éducatives, nous utilisons ces stéréotypes pour éduquer en fait nos enfants conformément à ces stéréotypes. Toujours dans la société, on se rend compte que le genre n'est pas représenté de la même façon dans les médias, par exemple. Hommes et femmes ne sont pas représentés de la même façon dans les médias. Alors, je vais vous parler de plusieurs phénomènes par rapport à ça. Il y a un phénomène qu'on appelle le fécisme. Le fécisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que quand on veut donner une image de compétence de quelqu'un et qu'on prend une photo de cette personne, pour donner une image de compétence, on a tendance à cadrer la photo sur le visage uniquement. Et plus vous allez cadrer la photo en prenant le corps en plus de la tête, au moins vous donnerez une image de compétence de la personne. Donc plus on est focalisé sur la tête, plus la personne nous apparaîtra comme compétente, plus on a l'entièreté du corps, moins elle nous apparaîtra comme étant compétente. Eh bien, si vous faites un petit peu attention aux photos des hommes et des femmes qui sont présentées dans les médias, vous verrez, et je ne vous parle même pas du fait que les femmes sont présentées de façon souvent beaucoup plus sexualisée que les hommes, il y a aussi des études là-dessus, mais vous verrez que la proportion entre la tête et le corps dans les représentations des femmes est beaucoup plus importante que dans les représentations des hommes, où on a tendance à focaliser plus sur le visage que sur l'entièreté du corps. À l'époque de l'élection entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, j'avais un groupe d'étudiants qui s'étaient amusés à repérer dans les médias les photos de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy. C'était assez frappant, hein. Systématiquement, on voyait Sarkozy ici et Ségolène Royal avec une bonne partie du buste en comparaison à Nicolas Sarkozy. Donc, au travers de ces représentations, on confirme cette image des hommes comme étant plus compétents et des femmes comme étant moins compétentes et plus sociables. Un autre effet qui se retrouve également dans la représentation des hommes et des femmes dans les médias, c'est ce qu'on appelle l'effet directionnel. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans nos cultures, on lit de gauche à droite, et nous avons tendance à penser que l'action, elle doit se passer de gauche à droite. Donc on trouve toujours que l'action, ça nous paraît plus commun de voir l'action comme allant de gauche à droite. Alors, par exemple, il y a des études où on a demandé aux gens quelle est la voiture la plus rapide. Et évidemment, on ne leur montrait pas les deux, hein. On leur demandait quelle était la rapidité de cette voiture-là, ou à un autre groupe de participants, quelle était la rapidité de l'autre voiture. Et ce qu'on observe, c'est que les gens pensent que la voiture qui va de gauche à droite va nettement plus vite que la voiture qui va de droite à gauche. Okay? Eh bien, dans la représentation des hommes et des femmes dans les médias, quand on voit des couples, on a tendance à représenter beaucoup plus facilement l'homme à gauche et la femme à droite. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à concevoir l'homme comme étant quelqu'un qui agit et la femme comme étant quelque part un réceptacle de cette action. Alors, par exemple, il y a des auteurs qui se sont amusés à regarder sur Google toutes les images d'Adam et Ève. Donc, ils ont donné toutes les images d'Adam et Ève sur Google. Et ce qu'ils ont observé, c'est que dans 62% des cas,
Adam est représenté à gauche et Ève est représentée à droite. Alors c'est vrai pour Adam et Ève, c'est vrai pour plein d'autres représentations que l'on peut avoir dans les médias en général, hein, donc dans la peinture, dans les médias écrits, etc. Alors, hein, il est intéressant que ça se retrouve également dans les publications scientifiques. Donc, par exemple, quand les scientifiques font des études, hein, ils rapportent des statistiques et font des beaux graphiques, eh bien, ils ont tendance dans leurs beaux graphiques à toujours mettre l'homme d'abord et puis la femme après. Hein, donc l'homme est représenté sur la gauche du graphique et la femme est représentée sur la droite du graphique. Alors, hein, toute une série de stéréotypes par rapport aux hommes, par rapport aux femmes surtout. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est ok, il y a des discriminations par rapport aux femmes, mais les hommes dans tout ça, ben, les hommes, ils sont aussi associés à toute une série de stéréotypes. Et les effets des stéréotypes peuvent être tout aussi délétères pour les hommes que pour les femmes. Donc, par exemple, quand on socialise les hommes, on leur dit « sois un homme, mon fils ». Ou on dit au petit garçon « ne pleure pas, tu n'es pas une fille ». Eh bien, ce type de message dans les pratiques éducatives peut provoquer le même genre de phénomènes problématiques chez les hommes comme on peut les observer chez les femmes. On se rend compte que les hommes qui ont du mal à se conformer à ces stéréotypes masculins, au rôle qui est associé aux hommes dans la société, eh bien, ces hommes qui ont des difficultés à se conformer présentent par exemple des baisses significatives de leur estime d'eux-mêmes, ont une probabilité accrue de consommer de l'alcool et des drogues et démontrent toute une série de comportements négatifs, notamment de délinquance, etc. Donc il y a, quand on essaye d'évaluer l'impact des stéréotypes, on doit s'intéresser certes aux problèmes des femmes qui sont quand même nettement encore de nos jours discriminées dans nos sociétés, mais également au poids que ces stéréotypes peuvent avoir chez le groupe dominant ou le groupe de haut statut qu'est le groupe des hommes. Alors, à côté des stéréotypes, il y a également la question du sexisme. Alors, les stéréotypes, là, on était dans l'aspect croyance, qui est donc tout l'aspect cognitif, hein, toutes les croyances que l'on peut avoir par rapport aux gens. Quand on parle de sexisme, on parle davantage d'attitude. Donc, ce sont les réactions évaluatives et émotionnelles que l'on a par rapport aux membres des groupes. Alors, en parlant de sexisme, vous voyez ici que j'ai mis sexisme avec S, c'est parce que on propose qu'il y a en fait pas une, mais deux formes de sexisme auxquelles les femmes peuvent être confrontées. La première forme de sexisme, c'est ce qu'on appelle le sexisme hostile, et puis il y a une deuxième forme de sexisme qui nous apparaît peut-être moins comme étant du sexisme, mais qui en est quand même, c'est ce qu'on appelle le sexisme bienveillant, et je vais vous présenter cela rapidement. Alors le sexisme hostile, ce sont des croyances négatives et dénigrantes que l'on a ou que l'on peut avoir à propos des femmes. Alors, par exemple, comme exemple de croyances négatives, ce sont les gens qui vont vous dire bah, « vous savez, les femmes, elles demandent des avantages spéciaux, hein, elles en veulent toujours plus, ou elles veulent contrôler les hommes ». Donc il y a des croyances, il y a des gens qui pensent que les femmes font des demandes qui sont exagérées et qu'elles cherchent en gros à contrôler les hommes, à les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Alors, quand on est face à ce type de croyance et qu'on est un homme, un des risques, c'est que l'homme se retrouve menacé dans son rôle et surtout dans son statut de supériorité. Donc ce sont des personnes qui pensent que les femmes essayent de venir et de prendre la place des hommes, ce qui est menaçant pour ces hommes. Alors quand on est face à des personnes qui présentent un sexisme hostile, ce sont des personnes qui auront tendance à avoir des évaluations négatives des femmes et surtout de ces femmes qui ne se comportent pas ou qui ne se conforment pas au rôle traditionnel. Donc toutes les femmes qui ne sont pas dans le rôle traditionnel de la femme seront évaluées négativement. Le sexisme bienveillant, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui nous apparaît comme étant positif à la base, parce que basé sur toute une série de croyances positives qui sont liées aux femmes.
positives, oui, mais qui sont aussi des croyances qui sont très paternalistes. Et donc, par exemple, en termes de croyances, on a les femmes sont nourricières, elles sont moralement pures, hein, par rapport à nous, les hommes qui sommes des dépravés. Elles sont moralement pures, elles méritent l'adoration des hommes, hein, il faut les respecter pour cette moralité. Et aussi, les femmes doivent être protégées, et donc, hein, les femmes et les enfants d'abord, hein, les hommes après. Alors, quand on a ce type de croyance par rapport aux femmes, on n'est pas dans une situation où il y a une menace par rapport au statut. On n'est pas menacé, on est face à un objet qui est magnifique, qu'il faut protéger. Il n'y a pas de menace par rapport à cet objet. Les réactions en termes d'attitude sont généralement des évaluations assez positives, et notamment des évaluations positives de ces femmes qui se conforment aux rôles dans lesquels elles sont placées. Souvent, ce qu'on constate, c'est que les gens présentent en même temps des attitudes hostiles, les sexistes, pardon, les personnes qui sont sexistes présentent en même temps des attitudes hostiles et en même temps des attitudes bienveillantes. Et c'est pour ça qu'on parle en fait d'ambivalence envers les femmes dans ce sexisme, avec un mélange d'images positives et négatives. Et ces images positives et négatives ne s'appliquent pas au même type de femmes. Et donc pour les sexistes ambivalents, la société est globalement divisée en deux types de femmes. D'un côté, il y a toutes ces femmes telles que les féministes, les professionnels, qui se retrouvent dans notre cadran dont on parlait tout à l'heure, qui sont considérées comme étant compétentes, mais qui sont particulièrement antipathiques. Et puis, il y a en bas les femmes au foyer, par exemple, qui sont considérées comme peu compétentes, mais comme particulièrement adorables. Et ça correspond assez bien aux deux personnages de l'Odyssée d'Ulysse, que sont Pénélope et Circé. Hein, Circé, la tentatrice, et Pénélope, la femme aimante qui reste à la maison et qui attend que son homme revienne de son voyage. Alors, deux types de sexisme, avec très souvent une coexistence entre ces deux formes de sexisme. Une question qu'on peut se poser, c'est quels sont les effets de ces deux formes de sexisme que sont le sexisme hostile et le sexisme bienveillant. Alors, qu'est-ce qui est pire, selon vous? Quelqu'un qui va vous dénigrer ou quelqu'un qui va vous adorer? Les deux, le bienveillant. Bienveillant. Alors, effectivement, si on regarde le sexisme hostile, il est très clair. Hein? Quand quelqu'un vous dénigre et vous dit les femmes elles sont nulles, le sexisme hostile, on va rapidement l'identifier. Donc il est rapidement identifiable, et ce qu'il provoque, c'est une forme de réactance. Donc on va rejeter l'interlocuteur et on va réagir par rapport à ces remarques sexistes qui nous sont envoyées. Le sexisme hostile permet du coup de mettre en place des actions individuelles. Donc je peux aller porter plainte contre la personne qui m'a fait une remarque qui est dénigrante, mais aussi des actions collectives. On peut se mettre ensemble pour combattre ces personnes qui ont tendance à dénigrer les femmes. Par contre, le sexisme bienveillant, quand on est en train de vous adorer, quand on essaye de vous protéger, quand systématiquement on paye pour vous l'addition au resto et qu'on vous ouvre la porte et que vous recevez des fleurs toutes les semaines, eh bien, c'est en partie valorisant. Donc, c'est un comportement positif qui vous est envoyé. Donc c'est en partie valorisant parce qu'on vous adore, on vous met sur un piédestal, et piédestal, il n'y a pas beaucoup de place pour bouger, mais au moins vous êtes sur un piédestal. Donc c'est en partie valorisant. C'est aussi difficile de l'identifier comme étant du sexisme. Quelqu'un qui vous dit « je t'aime, tu es tellement belle et tellement douce ». C'est difficile à identifier comme étant du sexisme. C'est aussi difficile à taxer l'interlocuteur de sexisme. Hein, c'est difficile de dire à quelqu'un tu es un gros sexiste parce que tu as payé l'addition au restaurant. Donc il est difficile de taxer l'interlocuteur de sexisme. Ce qui fait que le sexisme bienveillant a toute une série de conséquences négatives
est plus négative que le sexisme hostile. Je ne dis pas que le sexisme hostile n'a aucune conséquence négative, mais le sexisme bienveillant est plus pernicieux parce qu'on a moins de possibilités de le confronter. Il provoque aussi ce qu'on appelle des pensées intrusives. Est-ce que c'est sexiste qu'il vient de faire? C'est pas sexiste, c'est sexiste, c'est pas sexiste. Des pensées intrusives. Et si là, on est de nouveau en train d'évaluer votre performance, hein, comme dans le cas de la menace du stéréotype, si toute une partie de votre espace mental est occupée à se demander c'est sexiste, c'est pas sexiste, c'est sexiste, c'est pas sexiste, ce que ça fait chuter la performance. Et donc, par exemple, il y a des études qui ont été faites sur des interviews d'embauche où on mettait les participantes face à une personne sexiste hostile ou sexiste bienveillant et on voyait que les personnes qui faisaient face à un sexiste bienveillant avaient des performances qui chutaient globalement, ce qui faisait qu'elles avaient moins de probabilité d'être engagées sur le poste. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le féminisme peut être une réaction face au sexisme, et est-ce que ça peut être utile? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais est-ce que ça peut nous aider pour réagir face au sexisme? Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que dans la jeune génération, pour donner cours à des étudiants qui ont en moyenne 22 ans, il y a une incompréhension totale de ce que le féminisme représente. Et dans la jeune génération, le féminisme est très souvent associé à des images très très négatives. Alors pour mes étudiants, par exemple, les féministes, c'est des femmes à moustache, avec des poils sous les bras, qui n'ont aucune féminité et qui vont dans la rue et qui se battent de façon très très agressive. Or le féminisme, c'est pas ça, c'est pas que ces images négatives, c'est plein d'autres choses, c'est la poursuite d'une cause. Mais le problème avec ces images négatives qui sont véhiculées notamment chez la jeune génération, c'est qu'en fait, cette jeune génération a tendance à vouloir se distancier du féminisme. Je posais la question à un de mes cours où j'avais une centaine d'étudiants. Je demandais qui est féministe dans la salle. Il y a une personne qui a levé la main sur 100 étudiants. Une personne. Et encore, elle venait de Suède. Véridique. Donc une volonté de se distancier, les gens vous le disent clairement. Moi, je n'ai pas envie qu'on m'assimile à ça. Alors, je vais conclure rapidement. Nous sommes face à une société qui est de plus en plus égalitariste, donc on n'en est pas aujourd'hui là où on pouvait être il y a une centaine d'années. Mais néanmoins, on peut constater que certaines disparités persistent toujours et sont toujours identifiables. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que ces disparités sont le produit finalement de tous. Ce n'est pas le produit uniquement des méchants, des hommes, c'est le produit de toute une culture, de toute une société qui partage toutes ces croyances et qui sont influencées par ces croyances partagées. Et qu'il y a également peu de prise de conscience dans la jeune génération des discriminations ou des différences entre hommes et femmes que l'on peut observer quand on devient plus adulte. De nouveau, si vous demandez à des étudiantes de 22 ans si elles sont discriminées, il n'y en a pas une qui va vous dire qu'elle est discriminée. Donc toutes mes étudiantes, systématiquement chaque année, disent bah, non, 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 ça c'est un truc de ma mère, ma grand-mère à la limite, mais moi non. Donc il y a très peu de prise de conscience dans la jeune génération. Alors, il y a certains auteurs qui proposent, par rapport à toutes ces conceptions stéréotypiques, toutes ces croyances qui sont partagées dans la société, qui proposent de dire plutôt qu'essayer de s'acharner à montrer qu'il n'y a aucune différence, parce que si vous essayez de convaincre quelqu'un qui est sexiste, qui a ces croyances de différence, vous essayez de le convaincre qu'il n'y a pas de différence, souvent vous vous heurtez à un mur, parce que les gens vont dire « si, il y a des différences, les hommes ils font du sport, tu vois bien, ils sont plus rapides. » Donc souvent vous vous heurtez à un mur. Et donc il y a des auteurs qui proposent que plutôt qu'essayer de s'acharner à démontrer qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes,
ce qu'il conviendrait ou ce qui serait peut-être plus utile de faire, c'est de changer la conception même de ce qui est valorisé dans nos sociétés. Le problème de ces deux dimensions dont je vous ai parlé, la compétence et la sociabilité, vous dites ces deux dimensions du jugement, elles sont toutes les deux positives. Hein, on dit compétent, c'est positif, sociable, c'est positif. Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas le même statut. La compétence est nettement plus valorisée dans notre société que la sociabilité. Elle est plus valorisée, elle est aussi plus rémunérée dans nos sociétés. Et nous avons une conception de ce que c'est la compétence et la performance qui est assez limitée. Hein, quand je vous montrais le tableau avec toutes les caractéristiques associées aux hommes et aux femmes, ce qu'on entend par performance, c'est la capacité de raisonnement, le côté analytique, etc. En fait, toutes des caractéristiques qui sont liées dans nos croyances au genre masculin. Si on arrive à définir ce qui est valorisé et ce qu'est la performance avec des définitions qui sont nettement plus complexes et qui permettent de prendre en compte toute une série d'autres traits de personnalité, toute une série d'autres caractéristiques que simplement des caractéristiques qui sont à la base associées à la définition de la masculinité, eh bien on aura moins de problèmes parce qu'on sera plus facilement, on sera plus libre de pouvoir exprimer qui nous sommes avec nos caractéristiques, qu'elles nous aient été inculquées dans notre enfance ou pas, parce que toutes ces caractéristiques seront valorisées. Voilà, je termine ici.
Alors bonjour à tous, donc effectivement je suis psychologue social, donc le psychologue social c'est pas un psychanalyste, c'est pas un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la façon dont les individus vont réagir dans la société, les individus à peu près dans toutes les sphères normales et classiques de la société, je dirais. Alors le titre de la présentation c'est Inégalité de genre, ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est déterminants psychologiques qui vont favoriser ou éventuellement mettre à mal le statu quo. Alors j'ai mis entre parenthèses mettre à mal parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui vont favoriser le statu quo que de facteurs qui le défavorisent. Alors on va voir deux choses aujourd'hui. Si ça répond pas. Ah. Help. Attendez, je vais... Ça marche pas. Comment? Non, c'est cet ordinateur-ci, mais il bug. Il tourne... C'est l'ordinateur, on va peut-être le rallumer alors, non? Ouais, on peut. Alors on va juste quitter le programme et puis le remettre. Voilà. Donc on va voir deux choses. D'un côté, on va s'intéresser aux croyances qui sont liées au genre, et ces croyances, on les nomme stéréotypes. Et puis on s'intéressera aux attitudes de genre, et ces attitudes, on va parler en priorité de la question du sexisme. Donc on commence par la question des stéréotypes. Alors comment est-ce qu'on définit un stéréotype ? Un stéréotype, c'est une croyance qui est culturellement partagée, donc qui peut varier d'une culture à l'autre. Et cette croyance, elle porte sur les traits, sur les caractéristiques qui sont communes à un groupe donné. Alors on parle de stéréotypes de genre, on va y venir, mais les stéréotypes, ce sont des choses qui touchent l'entièreté des groupes auxquels nous pouvons avoir affaire dans la société. Donc des groupes, entre guillemets, de race, des groupes des groupes professionnels, par exemple, toutes sortes de choses, des groupes d'âge, etc. Quand on s'intéresse aux stéréotypes, il y a deux façons de s'y intéresser dans les recherches en psychologie. Il y a des recherches qui s'intéressent au processus de stéréotypisation, donc avec des chercheurs qui se demandent comment est-ce que les stéréotypes sont activés, sous quelles conditions est-ce qu'on applique les stéréotypes, parce que ce n'est pas parce que vous avez un stéréotype qui est activé dans votre tête que pour autant vous allez l'appliquer sur une cible particulière. Et puis il y a un courant de recherche qui est un tout petit peu plus récent, qui s'intéresse au contenu des stéréotypes. C'est-à-dire, quand on a un stéréotype par rapport à un groupe particulier, quel est le contenu qu'on va donner à ce groupe en particulier. Le contenu des stéréotypes, c'est à cela qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de réellement m'intéresser à la question des processus. Le contenu des stéréotypes, il faut savoir que quand on juge des individus, quand on juge des groupes, on les juge globalement sur deux grandes dimensions. Ce qu'on appelle les deux grandes dimensions fondamentales du jugement social. Alors vous allez me dire, mais non, quand on juge quelqu'un, il y a toute une série de traits, on parle de plein de choses, on peut dire la personne est intelligente, elle est sociable, elle est chaleureuse, elle est attirante, etc. Mais globalement, si on analyse tous ces traits, et que d'une manière statistique, on essaye de voir quelles sont les choses communes entre ces différents traits, on se rend compte que globalement, tous ces traits, toutes ces choses sur lesquelles on juge les personnes se rassemblent sur deux grandes dimensions. Et ces deux grandes dimensions, on les appelle la compétence, d'un côté. Donc on essaye de juger est-ce que les personnes qui sont en face de nous sont des personnes qui sont compétentes ou non. Et nous allons voir que la compétence, elle va dépendre du statut qui nous est alloué. L'autre dimension du jugement social, c'est ce qu'on appelle la sociabilité. Sociabilité, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que les gens sont sympathiques, est-ce qu'ils sont chaleureux, etc. La sociabilité, quant à elle, elle va dépendre de la façon dont les groupes sont reliés entre eux et de la positivité ou de la négativité des relations entre les groupes qui sont en présence.
Alors comment est-ce que ça marche? Et ici, je vous parle bien des stéréotypes pour tous les types de groupes auxquels on peut penser. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, je vous disais, la compétence dépend du statut. Et vous voyez ici que si vous êtes face à un groupe de haut statut, les gens vont avoir tendance à penser que les stéréotypes qui sont associés à ce groupe, c'est des stéréotypes de compétence. Donc les groupes de haut statut sont généralement vus comme étant des groupes compétents. Les groupes de bas statut, eux, ils sont plutôt perçus comme étant incompétents. Donc si vous faites partie d'un groupe de haut statut, on va vous juger comme étant compétent. Si vous faites partie d'un groupe de bas statut, on va vous juger comme étant incompétent. La sociabilité, elle, dépend du type de relation que nous avons avec les autres groupes. Si nous sommes dans des relations de coopération, donc à gauche du tableau, nous allons dire que la personne qui fait partie du groupe que nous sommes en train de juger est une personne qui est sociable. Par contre, si la personne fait partie d'un groupe avec lequel nous sommes en compétition, nous aurons tendance à percevoir cette personne, mais également tous les autres membres de ce groupe, comme étant non pas sociables et chaleureux, mais comme étant relativement froids et peu sympathiques. Ce qui fait que quand on s'intéresse aux stéréotypes, on observe 4 types de stéréotypes qui se détachent. D'un côté, des groupes qui sont associés à la fois à de la compétence et à de la sociabilité, donc ils sont perçus positivement sur les 2 dimensions. Des groupes qui sont perçus négativement sur les 2 dimensions, donc ceux qui ont le moins de chance quelque part, ils sont perçus comme étant à la fois incompétents et froids. Et puis des groupes qui sont perçus, donc ici et là, qui sont perçus positivement sur une des 2 dimensions, mais négativement sur l'autre. Donc des groupes qui sont perçus comme étant compétents mais peu sociables, ou comme étant incompétents mais relativement sociables et chaleureux. Alors, je vais vous donner des exemples de types de groupes qui correspondent à ces différentes cases. Voici les exemples. Donc, j'ai pris ici des groupes qui sont liés à des professions, par exemple. Nous avons tendance à percevoir les informaticiens comme étant des gens qui sont compétents, mais peu chaleureux. A contrario, les psychologues, eux, ils sont perçus comme étant pas très compétents, mais comme étant particulièrement sympathiques et sociables. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas de chance, les groupes de bas statut et qui, en plus, des groupes avec lesquels on n'a pas nécessairement des relations qui sont très très positives, qui sont perçus à la fois comme incompétents et peu chaleureux. Et dans les études, on a montré par exemple que les fonctionnaires correspondent bien à ce type de groupe. Alors vous allez me dire, bah, ok, mais là il y a une case qui reste vide. Qui sont donc les groupes qui sont à la fois perçus comme étant et compétents et chaleureux? Eh bien tout simplement, c'est nous. Donc nous avons tendance à nous percevoir comme possédant toutes les qualités et à attribuer des stéréotypes négatifs, soit sur les 2 dimensions, soit sur une des 2 dimensions aux autres types de groupes. Alors ça, c'est quand on juge tout un ensemble de groupes. Par contre, quand on s'intéresse à des comparaisons entre groupes, donc quand on a 2 groupes et qu'on les compare 2 par 2, ce qui se passe, c'est que les gens vont commencer à se dire « mais en fait, tout le monde a un petit peu de qualité quelque part ». On a des croyances qu'on appelle des croyances en un monde juste. Et dans ces croyances, on se dit bah, « personne n'est parfait, tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts ». Ce qui fait que quand on compare les groupes 2 par 2, ce qu'on obtient, ce sont des visions qui sont polarisées, avec un groupe qui sera perçu comme compétent mais peu chaleureux, et un autre groupe qui sera perçu comme incompétent mais beaucoup plus chaleureux. Évidemment, ça va dépendre de la comparaison que vous faites par rapport aux différents groupes. Si vous prenez le groupe des Belges et que vous le comparez au groupe des Allemands, bah, vous allez percevoir les Belges comme étant peut-être pas très compétents, mais particulièrement chaleureux. Vous faites comparer ces mêmes Belges à un autre groupe de comparaison comme les Brésiliens, bah, tout d'un coup, les Belges vont vous apparaître comme étant très compétents, mais finalement peut-être pas si sympathiques que ça. Alors ça, c'est globalement comment est-ce qu'on forme des stéréotypes par rapport au groupe en fonction du statut dans lequel ils sont placés et en fonction du type de relation que l'on a avec ces groupes. Alors qu'en est-il des stéréotypes de genre? Les stéréotypes des hommes et des femmes, ils se placent également dans ce tableau.
Alors selon vous, où est-ce qu'ils vont se placer, les hommes et les femmes, dans ce tableau? Vous avez une idée? Voilà. Donc en fait, quand on s'intéresse aux stéréotypes de genre, très souvent ce qui va ressortir, c'est que les hommes seront perçus comme, par rapport aux femmes, hein, seront perçus comme étant compétents, mais pas si sociables que ça. Et les femmes seront perçues comme étant beaucoup plus sociables que les hommes, mais comme étant relativement moins compétentes que ceux-ci. Alors pour vous donner un exemple, il y a des études qui sont intéressées, donc qui ont posé des questions et qui ont demandé comment est-ce qu'on décrit les hommes et les femmes dans nos sociétés. Par exemple, on a demandé aux gens quels sont les principaux traits qui vont définir un trait de personnalité qui définissent les hommes et les femmes. Quel rôle est-ce que les hommes et les femmes doivent remplir dans la société? Quelles sont leurs caractéristiques physiques? Ou encore, quelles sont leurs compétences cognitives, donc les compétences en termes mentaux. Et ce qu'on obtient, c'est un tableau de ce genre-ci, où on voit que les croyances sur les femmes sont assez différenciées des croyances sur les hommes. Les femmes, c'est des personnes qui sont dévouées, qui sont émotionnelles, qui sont serviables, qui sont compréhensives. Leur rôle, c'est d'être dans le ménage, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la mode également. Leurs caractéristiques, elles sont belles, elles sont menues, elles sont délicates. Hein, et leurs compétences cognitives, on les perçoit comme étant plus artistiques, comme étant plus expressives et plus intuitives. Les hommes ont un profil, hein, quand on les décrit, qui est assez différencié. On les voit comme étant actifs, comme étant indépendants, confiants, assez compétitifs. Leur rôle, c'est dans la finance, initiateur de la sexualité et dans le sport. On les voit comme forts, grands et athlétiques. Et leurs caractéristiques cognitives, on les associe fort à tout ce qui est analytique, à tout le raisonnement quantitatif plutôt que qualitatif. Alors, ça, c'est assez descriptif finalement, hein, et c'est des croyances qui sont assez largement partagées, à tout le moins dans les cultures occidentales. Une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces stéréotypes sont corrects ? Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils reflètent une certaine part de réalité? Alors, en partie, ils sont corrects. Donc, il y a dans tous les stéréotypes, ou dans beaucoup de stéréotypes, ce qu'on appelle un noyau de vérité. Ils sont corrects en partie, et par exemple, pour reprendre la description des caractéristiques physiques, on voit que les petites filles sont effectivement plus menues que les petits garçons, et ceci dès la naissance. Les stéréotypes, ils ont aussi une certaine utilité. Alors, à quoi nous servent les stéréotypes? Eh bien, les stéréotypes nous servent à naviguer dans le monde social. Si nous étions dépourvus de stéréotypes, si nous étions dépourvus de croyances, nous serions submergés par la quantité d'informations qui nous entourent. Et pour essayer de gérer toute cette information qui nous entoure, eh bien, on fonctionne par catégories. On fonctionne par catégorie en ce qui concerne les objets. Alors, il y a des tables, il y a des chaises, etc. Mais on fonctionne par catégorie aussi à propos des gens. Et c'est ce qu'on appelle les catégories sociales. Et pour pouvoir fonctionner, on applique sur ces catégories toute une série de traits et de caractéristiques. Un des problèmes avec les stéréotypes, ce n'est pas tant de savoir s'ils sont vrais ou s'ils sont faux, donc essayer de savoir est-ce que les gens qui font partie de ces groupes sont effectivement comme ça, que de savoir, de se rendre compte de la difficulté qui est associée au caractère prescriptif des stéréotypes. Un stéréotype, ce n'est pas seulement décrire un groupe, ça a aussi un caractère qui est très prescriptif, qui ne dit pas ce que les gens sont, mais qui impose aux gens ce qu'ils sont censés être, ce qu'ils doivent être. Et c'est ce côté prescriptif qui est très problématique parce que ce qui est peut-être vrai pour un ensemble, un groupe dans son ensemble, en moyenne, ce n'est pas nécessairement vrai pour les individus spécifiques qui vont composer ce groupe. Et cet aspect prescriptif peut être très très mal vécu par une personne qui, notamment, ne se reconnaîtrait pas dans certains de ces stéréotypes. Une autre question qu'on peut se poser, c'est si ces différences entre les genres existent,
d'où est-ce qu'elles proviennent? S'il y a effectivement quelques différences qu'on peut voir entre les différents genres ou entre les différents groupes, d'où est-ce que ces différences proviennent? En fonction des scientifiques, en fonction des approches et en fonction aussi des disciplines, vous allez avoir, vous pouvez regarder la littérature, toute une série de réponses très très différenciées à cette question. Il y a des approches qui sont plutôt biologiques, où on va vous dire, et on vous en parlera tout à l'heure, la question, est-ce que c'est la taille du cerveau, est-ce que c'est la façon dont le cerveau est construit, ou est-ce que c'est, ici j'ai donné l'exemple, le taux de testostérone par exemple, qui n'est pas le même, donc les hormones qui ne sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes, et qui font que du coup on ne se comporte pas exactement de la même façon. Donc il y a des approches biologiques au problème, il y a des approches qui sont plus développementales. Les approches développementales, elles nous disent, les hommes et les femmes ne se comportent pas de la même façon parce qu'ils n'ont pas été socialisés de la même façon. C'est-à-dire, quand vous étiez tout petit, petit garçon, petite fille, on ne vous a pas appris les mêmes choses. Et comme on ne vous a pas appris les mêmes choses, comme on vous a appliqué différents rôles, ces rôles, vous allez les intérioriser au fur et à mesure du temps. Et puis, quand vous serez adulte, vous aurez intériorisé ces rôles et vous vous comporterez, du coup, de facto différemment suite à une éducation qui a été différenciée. Vous avez d'autres approches qui sont ce qu'on appelle les approches sociales et culturelles. Les approches sociales et culturelles nous disent « mais non, il n'y a même pas besoin de parler d'une intériorisation de ces rôles, etc. » C'est juste une question de croyances qui sont culturellement partagées dans une société. Alors, en quoi c'est différent de l'approche développementale? Eh bien, quand on prend une approche sociale et culturelle, on vous dit « mais non, en fait, le comportement, il n'est pas différent entre les gens, mais en fonction des croyances qui sont appliquées dans la société, en fonction du contexte, je vais soit me conformer à ces croyances, soit agir différemment par rapport à ces croyances. » Donc c'est plus les croyances, et notamment ces stéréotypes, qui imposent un comportement qui est différencié, sans que nécessairement ces croyances ou ces rôles n'aient été intériorisés par les personnes. Et puis vous avez des approches qui sont encore plus globales, ce qu'on appelle les approches institutionnelles et organisationnelles, qui disent mais en fait hommes et femmes ne se comportent pas différemment, c'est simplement qu'ils sont placés dans des contextes qui sont différents. Et le poids du contexte est un poids qui est considérable. Si on vous place dans une situation particulière, si on vous place dans un rôle de subordonné, vous n'allez pas agir de la même façon que si on vous place dans le rôle d'un supérieur. Il y a une étude qui est assez connue dans la littérature, une étude qui a travaillé sur la question des prisons. Et ils ont placé des gens de façon tout à fait aléatoire dans le rôle du prisonnier ou dans le rôle du gardien. Eh bien, le fait d'être placé dans le rôle du gardien, tout d'un coup, vous vous mettez à vous comporter comme un gardien. On vous place dans la peau d'un prisonnier, mais tout d'un coup, vous vous mettez à vous comporter comme un prisonnier. Bien, les approches institutionnelles et organisationnelles nous disent qu'il n'y a pas de différence. Mais de façon globale, en moyenne, les femmes sont placées beaucoup plus fréquemment dans des rôles de subordonnés et les hommes sont placés plus fréquemment dans des rôles supérieurs et du coup développent des comportements qui sont différents. Alors, quelles sont les conséquences de ces stéréotypes ? On peut voir toute une série de conséquences. On va voir quelles sont les conséquences chez autrui, quelles sont les conséquences chez le soi, donc chez la cible du stéréotype, et puis quelles sont aussi les conséquences dans la société en général. Alors d'abord chez autrui, le problème des stéréotypes, le problème des croyances que nous avons, c'est que ces croyances produisent toute une série d'attentes. Quand vous croyez que quelqu'un est incompétent, vous vous attendez à voir cette personne comme étant incompétente. Si vous la pensez comme étant chaleureuse, vous vous attendez à ce qu'elle se comporte de façon chaleureuse. Donc les stéréotypes créent des attentes chez celui qui les possède, et ces attentes vont produire toute une série de choses. Premièrement, elles vont produire un comportement qui est différencié. Si je reçois quelqu'un pour une interview d'embauche pour un poste, par exemple, si j'ai des attentes que cette personne est moins compétente qu'une autre personne, je vais moi-même avoir un comportement qui est différencié. Je pense que la personne est moins compétente, j'agirai vis-à-vis d'elle d'une façon différente que si je pense qu'elle est compétente. C'est tout ce qu'on appelle la question de la discrimination, parce que discriminer, qu'est-ce que c'est? C'est simplement agir de façon différenciée
par rapport à l'autre sur la seule base de son appartenance à un groupe social. Un autre effet qui est produit par ces attentes, c'est que les gens ont tendance à réagir extrêmement négativement aux personnes qui ne se conforment pas aux attentes. Donc quand nous fonctionnons, et que ce soit des attentes comme des stéréotypes, etc., mais même d'autres types d'attentes que l'on peut avoir dans notre environnement social, quand nous avons des attentes, ces attentes servent à quelque chose. Elles servent à nous rendre le monde qui nous entoure plus compréhensible et aussi plus prévisible. Et donc si nous sommes face à quelqu'un qui ne se conforme pas par rapport aux attentes que l'on a, le monde devient plus incertain, moins prévisible, moins compréhensible, et nous avons tendance à réagir négativement face à ce qu'on appelle la violation des normes. Donc on réagit négativement quand quelqu'un ne se conforme pas au rôle qui est attendu de lui. Et donc par exemple, une femme qui aurait tendance à adopter des comportements très masculins, elle ne se conforme pas au rôle, aux attentes qu'on a vis-à-vis d'elle, et cela produit chez ses interlocuteurs des réactions émotionnelles et évaluatives qui sont extrêmement négatives. Donc voici quelques exemples d'effets que peuvent produire ces stéréotypes chez autrui, mais les stéréotypes influencent également les personnes qui sont la cible de ces stéréotypes. Parce que nous partageons les mêmes stéréotypes. Il n'y a pas que les hommes qui ont des stéréotypes sur les femmes ou les femmes qui ont des stéréotypes sur les hommes. Nous avons des stéréotypes sur les groupes auxquels nous-mêmes nous appartenons. Et ces connaissances que nous avons des stéréotypes qui s'appliquent à notre groupe et qui sont souvent des stéréotypes négatifs, ont une influence également sur notre propre comportement. Tout d'abord parce que, comme nous sommes très souvent en recherche d'approbation sociale, hein, on a envie d'être aimé quelque part, c'est ça que ça veut dire, comme nous avons envie d'être aimés, nous avons tendance à nous conformer à ces attentes que l'on a vis-à-vis de nous. Donc on a tendance à respecter les rôles dans lesquels on nous place. Premier effet, le fait de confirmer et de respecter ces rôles risque de renforcer encore ces stéréotypes. Un autre effet qui est assez connu également dans la littérature, c'est ce qu'on appelle l'effet de menace du stéréotype. Alors qu'est-ce que ça signifie l'effet de la menace du stéréotype ? Bien, c'est tout simplement, je vais vous donner un exemple concret, si vous connaissez un stéréotype qui est appliqué à votre groupe. Alors j'ai pris ici le stéréotype des femmes qui sont nulles au volant. Okay ? Si ce stéréotype il est activé, donc au moment où vous êtes en train de conduire, ce stéréotype est activé parce qu'à côté de vous, vous avez votre mari qui vient de faire une mauvaise blague sur le fait que les femmes ne savent pas conduire au volant. Alors, vous êtes en train de conduire, le stéréotype est activé, ce que ça produit, c'est la volonté de démentir le stéréotype. Vous avez envie de prouver que ce n'est pas vrai, que les femmes savent bien conduire. Le problème, c'est que cette volonté que vous avez, ça vous êtes motivé, cette volonté que vous avez à essayer de démentir le stéréotype, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque une certaine pression. Vous ne voulez pas confirmer le stéréotype, donc il y a une pression qui est mise sur vos épaules, et cette pression, malheureusement, elle occupe ce qu'on appelle une partie de l'espace mental. Vous savez que notre cerveau a de très multiples capacités, que nous ne les utilisons pas tous, mais en l'occurrence... Comment ? On n'utilise pas tous. Qu'on utilise ? On utilise tout ? Ouais. Allez, on utilise tout. Donc notre cerveau a de multiples capacités, mais quand on utilise une partie de cette capacité, c'est une capacité que nous n'avons plus pour faire d'autres tâches. Et le problème de la menace du stéréotype, c'est que s'il y a une réduction de l'espace cognitif parce que toute une partie de votre espace mental est utilisée pour effectuer, pour penser au fait que vous ne voulez pas confirmer le stéréotype, etc., c'est toute une partie de l'espace mental qui ne sera pas utilisée à la production de la performance. On va observer un affaiblissement de la performance. Donc c'est justement au moment où vous devez prouver que vous êtes capable de faire un créneau, c'est justement à ce moment-là que vous ratez votre créneau. Un affaiblissement de la performance qui malheureusement viendra évidemment confirmer ce stéréotype qui était déjà présent et qui fait que les stéréotypes continuent à se confirmer totalement.
Alors, cet effet de menace du stéréotype, quand vous êtes fréquemment dans cette situation où votre performance est dégradée parce que fréquemment vous vous trouvez dans cette situation où vous essayez de démentir ce stéréotype et chaque fois que vous essayez de le démentir, baf, votre performance s'affaiblit, eh bien au bout d'un moment, à force d'être confronté à ces expériences négatives de performance négatives dans un domaine particulier, que ce soit la conduite automobile ou que ce soit par exemple les mathématiques, il y a aussi le stéréotype des femmes qui sont moins fortes en maths, ce que cela produit, c'est une désidentification par rapport à ce domaine qui est menaçant. Et donc, une désidentification, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce qui m'apparaissait comme étant un domaine important, montrer qu'il est important de bien conduire, je finis par dire, non, ce n'est pas un domaine qui est si important que cela. Les mathématiques, finalement, ce n'est pas quelque chose de très important. Je ne m'identifie pas aux mathématiques et je vais plutôt m'identifier à des domaines dans lesquels je réussis. Ce qui pousse une partie des jeunes filles, notamment aussi parce qu'elles se conforment aux rôles dans lesquels elles ont été éduquées, mais ce qui pousse une partie des jeunes filles à se désintéresser des mathématiques au profit notamment de disciplines comme la psychologie. Alors, chez autrui, chez soi, et puis les stéréotypes ont aussi des conséquences dans la société de façon plus globale, et notamment dans les pratiques éducatives. Donc on est tous au courant que les petites filles, on leur offre plus de poupées que de camions, inversement pour les garçons. On les habille plus en rose aussi, et puis à l'âge de 2 ans, on se dit « Oh, tu vois que c'est une fille, elle aime le rose !» Oui, mais bon, ok. Donc, dans nos pratiques éducatives, nous utilisons ces stéréotypes pour éduquer en fait nos enfants conformément à ces stéréotypes. Toujours dans la société, on se rend compte que le genre n'est pas représenté de la même façon dans les médias, par exemple. Hommes et femmes ne sont pas représentés de la même façon dans les médias. Alors, je vais vous parler de plusieurs phénomènes par rapport à ça. Il y a un phénomène qu'on appelle le féchisme. Le féchisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que quand on veut donner une image de compétence de quelqu'un et qu'on prend une photo de cette personne, pour donner une image de compétence, on a tendance à cadrer la photo sur le visage uniquement. Et plus vous allez cadrer la photo en prenant le corps en plus de la tête, au moins vous donnerez une image de compétence de la personne. Donc plus on est focalisé sur la tête, plus la personne nous apparaîtra comme compétente, plus on a l'entièreté du corps, moins elle nous apparaîtra comme étant compétente. Eh bien, si vous faites un petit peu attention aux photos des hommes et des femmes qui sont présentées dans les médias, vous verrez, et je ne vous parle même pas du fait que les femmes sont présentées de façon souvent beaucoup plus sexualisée que les hommes, il y a aussi des études là-dessus, mais vous verrez que la proportion entre la tête et le corps dans les représentations des femmes est beaucoup plus importante que dans les représentations des hommes, où on a tendance à focaliser plus sur le visage que sur l'entièreté du corps. À l'époque de l'élection entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, j'avais un groupe d'étudiants qui s'étaient amusés à repérer dans les médias les photos de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy. C'était assez frappant. Systématiquement, on voyait Sarkozy ici et Ségolène Royal avec une bonne partie du buste en comparaison à Nicolas Sarkozy. Donc, au travers de ces représentations, on confirme cette image des hommes comme étant plus compétents et des femmes comme étant moins compétentes et plus sociables. Un autre effet qui se retrouve également dans la représentation des hommes et des femmes dans les médias, c'est ce qu'on appelle l'effet directionnel. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans nos cultures, on lit de gauche à droite, et nous avons tendance à penser que l'action, elle doit se passer de gauche à droite. Donc on trouve toujours que l'action, ça nous paraît plus commun de voir l'action comme allant de gauche à droite. Alors, par exemple, il y a des études où on a demandé aux gens quelle est la voiture la plus rapide. Et évidemment, on ne leur montrait pas les deux. On leur demandait quelle était la rapidité de cette voiture-là, ou à un autre groupe de participants, quelle était la rapidité de l'autre voiture. Et ce qu'on observe, c'est que les gens pensent que la voiture qui va de gauche à droite va nettement plus vite
que la voiture qui va de droite à gauche. Okay. Eh bien, dans la représentation des hommes et des femmes dans les médias, quand on voit des couples, on a tendance à représenter beaucoup plus facilement l'homme à gauche et la femme à droite. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à concevoir l'homme comme étant quelqu'un qui agit et la femme comme étant quelque part un réceptacle de cette action. Alors, par exemple, il y a des auteurs qui se sont amusés à regarder sur Google toutes les images d'Adam et Ève. Donc, ils ont donné toutes les images d'Adam et Ève sur Google. Et ce qu'ils ont observé, c'est que dans 62% des cas, Adam est représenté à gauche et Ève est représentée à droite. Alors c'est vrai pour Adam et Ève, c'est vrai pour plein d'autres représentations que l'on peut avoir dans les médias en général, hein, donc dans la peinture, dans les médias écrits, etc. Alors, hein, il est intéressant que ça se retrouve également dans les publications scientifiques. Donc, par exemple, quand les scientifiques font des études, hein, ils rapportent des statistiques et font des beaux graphiques, eh bien, ils ont tendance dans leurs beaux graphiques à toujours mettre l'homme d'abord et puis la femme après. Hein, donc, l'homme est représenté sur la gauche du graphique et la femme est représentée sur la droite du graphique. Alors, hein, toute une série de stéréotypes par rapport aux hommes, par rapport aux femmes surtout. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est ok, il y a des discriminations par rapport aux femmes, mais les hommes dans tout ça, ben, les hommes, ils sont aussi associés à toute une série de stéréotypes. Et les effets des stéréotypes peuvent être tout aussi délétères pour les hommes que pour les femmes. Donc, par exemple, quand on socialise les hommes, on leur dit « sois un homme, mon fils ». Ou on dit au petit garçon « ne pleure pas, tu n'es pas une fille ». Eh bien, ce type de message dans les pratiques éducatives peut provoquer le même genre de phénomènes problématiques chez les hommes comme on peut les observer chez les femmes. On se rend compte que les hommes qui ont du mal à se conformer à ces stéréotypes masculins, au rôle qui est associé aux hommes dans la société, eh bien, ces hommes qui ont des difficultés à se conformer présentent par exemple des baisses significatives de leur estime d'eux-mêmes, ont une probabilité accrue de consommer de l'alcool et des drogues et démontrent toute une série de comportements négatifs, notamment de délinquance, etc. Donc il y a, quand on essaye d'évaluer l'impact des stéréotypes, on doit s'intéresser certes aux problèmes des femmes qui sont quand même nettement encore de nos jours discriminées dans nos sociétés, mais également au poids que ces stéréotypes peuvent avoir chez le groupe dominant ou le groupe de haut statut qu'est le groupe des hommes. Alors, à côté des stéréotypes, il y a également la question du sexisme. Alors, les stéréotypes, là, on était dans l'aspect croyance, qui est donc tout l'aspect cognitif, hein, toutes les croyances que l'on peut avoir par rapport aux gens. Quand on parle de sexisme, on parle davantage d'attitude. Donc, ce sont les réactions évaluatives et émotionnelles que l'on a par rapport aux membres des groupes. Alors, en parlant de sexisme, vous voyez ici que j'ai mis sexisme avec S, c'est parce que on propose qu'il y a en fait pas une, mais deux formes de sexisme auxquelles les femmes peuvent être confrontées. La première forme de sexisme, c'est ce qu'on appelle le sexisme hostile, et puis il y a une deuxième forme de sexisme qui nous apparaît peut-être moins comme étant du sexisme, mais qui en est quand même, c'est ce qu'on appelle le sexisme bienveillant, et je vais vous présenter cela rapidement. Alors le sexisme hostile, ce sont des croyances négatives et dénigrantes que l'on a ou que l'on peut avoir à propos des femmes. Alors, par exemple, comme exemple de croyances négatives, ce sont les gens qui vont vous dire, bah, vous savez, les femmes, elles demandent des avantages spéciaux, hein, elles en veulent toujours plus, ou elles veulent contrôler les hommes. Donc il y a des croyances, il y a des gens qui pensent que les femmes font des demandes qui sont exagérées et qu'elles cherchent en gros à contrôler les hommes, à les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Alors, quand on est face à ce type de croyance et qu'on est un homme, un des risques, c'est que l'homme se retrouve menacé dans son rôle et surtout dans son statut de supériorité. Donc ce sont des personnes qui pensent que les femmes essayent de venir et de prendre la place des hommes, ce qui est menaçant pour ces hommes.
Alors quand on est face à des personnes qui présentent un sexisme hostile, ce sont des personnes qui auront tendance à avoir des évaluations négatives des femmes, et surtout de ces femmes qui ne se comportent pas ou qui ne se conforment pas au rôle traditionnel. Donc toutes les femmes qui ne sont pas dans le rôle traditionnel de la femme seront évaluées négativement. Le sexisme bienveillant, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui nous apparaît comme étant positif à la base, parce que basé sur toute une série de croyances positives qui sont liées aux femmes. Positives, oui, mais qui sont aussi des croyances qui sont très paternalistes. Et donc, par exemple, en termes de croyances, on a les femmes sont nourricières, elles sont moralement pures, par rapport à nous, les hommes qui sommes des dépravés, elles sont moralement pures. Elles méritent l'adoration des hommes, il faut les respecter pour cette moralité. Et aussi, les femmes doivent être protégées. Et donc, les femmes et les enfants d'abord, les hommes après. Alors, quand on a ce type de croyance par rapport aux femmes, on n'est pas dans une situation où il y a une menace par rapport au statut. On n'est pas menacé, on est face à un objet qui est magnifique, qu'il faut protéger. Il n'y a pas de menace par rapport à cet objet. Les réactions en termes d'attitude sont généralement des évaluations assez positives, et notamment des évaluations positives de ces femmes qui se conforment aux rôles dans lesquels elles sont placées. Souvent, ce qu'on constate, c'est que les gens présentent en même temps des attitudes hostiles, les sexistes, pardon, les personnes qui sont sexistes présentent en même temps des attitudes hostiles et en même temps des attitudes bienveillantes. Et c'est pour ça qu'on parle en fait d'ambivalence envers les femmes dans ce sexisme, avec un mélange d'images positives et négatives. Et ces images positives et négatives ne s'appliquent pas au même type de femmes. Et donc pour les sexistes ambivalents, la société est globalement divisée en deux types de femmes. D'un côté, il y a toutes ces femmes telles que les féministes, les professionnels, qui se retrouvent dans notre cadran dont on parlait tout à l'heure, qui sont considérées comme étant compétentes, mais qui sont particulièrement antipathiques. Et puis, il y a en bas les femmes au foyer, par exemple, qui sont considérées comme peu compétentes, mais comme particulièrement adorables. Et ça correspond assez bien aux deux personnages de l'Odyssée d'Ulysse, que sont Pénélope et Circé. Circé, la tentatrice, et Pénélope, la femme aimante qui reste à la maison et qui attend que son homme revienne de son voyage. Alors, deux types de sexisme, avec très souvent une coexistence entre ces deux formes de sexisme. Une question qu'on peut se poser, c'est quels sont les effets de ces deux formes de sexisme que sont le sexisme hostile et le sexisme bienveillant. Alors, qu'est-ce qui est pire, selon vous? Quelqu'un qui va vous dénigrer ou quelqu'un qui va vous adorer? Les deux? Le bienveillant? Bienveillant. Alors, effectivement, si on regarde le sexisme hostile, il est très clair. Quand quelqu'un vous dénigre et vous dit les femmes, elles sont nulles, le sexisme hostile, on va rapidement l'identifier. Donc, il est rapidement identifiable, et ce qu'il provoque, c'est une forme de réactance. Donc, on va rejeter l'interlocuteur et on va réagir par rapport à ces remarques sexistes qui nous sont envoyées. Le sexisme hostile permet du coup de mettre en place des actions individuelles. Donc, je peux aller porter plainte contre la personne qui m'a fait une remarque qui est dénigrante, mais aussi des actions collectives. On peut se mettre ensemble pour combattre ces personnes qui ont tendance à dénigrer les femmes. Par contre, le sexisme bienveillant, quand on est en train de vous adorer, quand on essaye de vous protéger, quand systématiquement on paye pour vous l'addition au resto et qu'on vous ouvre la porte et que vous recevez des fleurs toutes les semaines, eh bien, c'est en partie valorisant. Donc, c'est un comportement positif qui vous est envoyé. Donc, c'est en partie valorisant parce qu'on vous adore, on vous met sur un piédestal. Et piédestal, il n'y a pas beaucoup de place pour bouger, mais au moins vous êtes
sur un piédestal. Donc c'est en partie valorisant. C'est aussi difficile de l'identifier comme étant du sexisme. Quelqu'un qui vous dit « je t'aime, tu es tellement belle et tellement douce ». C'est difficile à identifier comme étant du sexisme. C'est aussi difficile à taxer l'interlocuteur de sexisme. Hein, c'est difficile de dire à quelqu'un « tu es un gros sexiste parce que tu as payé l'addition au restaurant ». Donc il est difficile de taxer l'interlocuteur de sexisme. Ce qui fait que le sexisme bienveillant a toute une série de conséquences négatives et plus négatives que le sexisme hostile. Je ne dis pas que le sexisme hostile n'a aucune conséquence négative, mais le sexisme bienveillant est plus pernicieux parce qu'on a moins de possibilités de le confronter. Il provoque aussi ce qu'on appelle des pensées intrusives. Est-ce que c'est sexiste qu'il vient de faire? C'est pas sexiste, c'est sexiste, c'est pas sexiste. Des pensées intrusives. Et si là, on est de nouveau en train d'évaluer votre performance, hein, comme dans le cas de la menace du stéréotype, bah, si toute une partie de votre espace mental est occupée à se demander c'est sexiste, c'est pas sexiste, c'est sexiste, c'est pas sexiste, ce que ça fait chuter la performance. Et donc, par exemple, il y a des études qui ont été faites sur des interviews d'embauche où on mettait les participantes face à une personne sexiste hostile ou sexiste bienveillant et on voyait que les personnes qui faisaient face à un sexiste bienveillant avaient des performances qui chutaient globalement, ce qui faisait qu'elles avaient moins de probabilité d'être engagées sur le poste. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le féminisme peut être une réaction face au sexisme, et est-ce que ça peut être utile? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais est-ce que ça peut nous aider pour réagir face au sexisme? Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que dans la jeune génération, pour donner cours à des étudiants qui ont en moyenne 22 ans, il y a une incompréhension totale de ce que le féminisme représente. Et dans la jeune génération, le féminisme est très souvent associé à des images très très négatives. Alors pour mes étudiants, par exemple, les féministes, c'est des femmes à moustache, avec des poils sous les bras, qui n'ont aucune féminité et qui vont dans la rue et qui se battent hein, de façon très très agressive. Or le féminisme, c'est pas ça, c'est pas que ces images négatives, c'est plein d'autres choses, c'est la poursuite d'une cause. Mais le problème avec ces images négatives qui sont véhiculées notamment chez la jeune génération, c'est qu'en fait, cette jeune génération a tendance à vouloir se distancier du féminisme. Je posais la question à un de mes cours où j'avais une centaine d'étudiants. Je demandais qui est féministe dans la salle. Il y a une personne qui a levé la main sur 100 étudiants. Une personne. Et encore, elle venait de Suède. Véridique. Donc une volonté de se distancier, les gens vous le disent clairement, moi je n'ai pas envie qu'on m'assimile à ça. Alors, je vais conclure rapidement. Nous sommes face à une société qui est de plus en plus égalitariste, donc on n'en est pas aujourd'hui là où on pouvait être il y a une centaine d'années. Mais néanmoins, on peut constater que certaines disparités persistent toujours et sont toujours identifiables. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que ces disparités sont le produit finalement de tous. Ce n'est pas le produit uniquement des méchants, hein, des hommes, c'est le produit de toute une culture, de toute une société qui partage toutes ces croyances et qui sont influencées par ces croyances partagées. Et qu'il y a également peu de prise de conscience dans la jeune génération des discriminations ou des différences entre hommes et femmes que l'on peut observer quand on devient plus adulte. De nouveau, si vous demandez à des étudiantes de 22 ans si elles sont discriminées, il n'y en a pas une qui va vous dire qu'elle est discriminée. Donc toutes mes étudiantes, systématiquement chaque année, disent bah, « non, 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 ça c'est un truc de ma mère, ma grand-mère à la limite, mais moi non ». Donc il y a très peu de prise de conscience dans la jeune génération. Alors, il y a certains auteurs qui proposent, par rapport à toutes ces conceptions stéréotypiques, toutes ces croyances qui sont partagées dans la société,
qui propose de dire plutôt qu'essayer de s'acharner à montrer qu'il n'y a aucune différence, parce que si vous essayez de convaincre quelqu'un qui est sexiste, qui a ses croyances de différence, si vous essayez de le convaincre qu'il n'y a pas de différence, souvent vous vous heurtez à un mur, parce que les gens vont vous dire « si, il y a des différences, hein, les hommes ils font du sport, hein, tu vois bien, ils sont plus rapides. Hein. » Donc souvent vous heurtez à un mur. Et donc il y a des auteurs qui proposent que plutôt qu'essayer de s'acharner à démontrer qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes, ce qu'il conviendrait ou ce qui serait peut-être plus utile de faire, c'est de changer la conception même de ce qui est valorisé dans nos sociétés. Le problème de ces deux dimensions dont je vous ai parlé, la compétence et la sociabilité, on dit ces deux dimensions du jugement, elles sont toutes les deux positives. Hein, on dit compétent, c'est positif, sociable, c'est positif. Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas le même statut. La compétence est nettement plus valorisée dans notre société que la sociabilité. Elle est plus valorisée, elle est aussi plus rémunérée dans nos sociétés. Et nous avons une conception de ce que c'est la compétence et la performance qui est assez limitée. Hein, quand je vous montrais le tableau avec toutes les caractéristiques associées aux hommes et aux femmes, ce qu'on entend par performance, c'est la capacité de raisonnement, le côté analytique, etc. En fait, toutes des caractéristiques qui sont liées dans nos croyances au genre masculin. Si on arrive à définir ce qui est valorisé et ce qu'est la performance avec des définitions qui sont nettement plus complexes et qui permettent de prendre en compte toute une série d'autres traits de personnalité, toute une série d'autres caractéristiques que simplement des caractéristiques qui sont à la base associées à la définition de la masculinité, eh bien on aura moins de problèmes parce qu'on sera plus facilement, on sera plus libre de pouvoir exprimer qui nous sommes avec nos caractéristiques, qu'elles nous aient été inculquées dans notre enfance ou pas, parce que toutes ces caractéristiques seront valorisées. Voilà, je termine ici, j'espère que je n'ai pas été trop longue.